Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, ancien ministre d'État et professeur d'université, s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2018. Il est candidat pour son parti, le Mouvement de la Renaissance du Cameroun. La lutte contre le cancer franchit une nouvelle étape en Afrique du Sud. Des laboratoires de l'université de Johannesburg est né un nouveau type de chimiothérapie moins contraignante pour les patients. Et puis au Sénégal, le potentiel pétrolier et ses enjeux sont mis à l'honneur dans l'or noir du Sénégal. Nouvelle publication de l'ingénieur géologue Farine Dao, qui espère à travers son ouvrage démystifier l'univers de cette ressource. Un nouveau candidat s'est lancé dans la course à la présidentielle camerounaise. Il s'agit de Maurice Kamto, qui sera le porte-étendard du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Ancien ministre délégué de la Justice, avocat mais aussi professeur d'université, le candidat affiche d'ores et déjà de nombreuses ambitions pour le pays. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun a désormais sa voix pour la prochaine présidentielle de 2018. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la deuxième convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entend mener sa bataille jusqu'au fauteuil présidentiel. Prenez la main que je vous tends sincèrement. C'est une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Les militants qui ont fièrement porté leur choix sur le candidat Kamto sont confiants pour la suite. Moi, je vais investir pour le candidat, le professeur Maurice Kamto. Déjà parce que c'est un professeur qui a de la vision pour la jeunesse. Lui qui veut travailler avec la jeunesse, il aime les jeunes. Donc moi, je vais travailler avec le professeur Maurice Kamto. C'est notre président, c'est le futur président de ce pays. Oui, vive le professeur Maurice Kamto, vive le MRC. La convention du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui s'est achevée ce dimanche 15 avril 2018 à Yaoundé était la deuxième du genre après la création de ce parti politique en août 2012. Avec la désignation de le candidat à la prochaine présidentielle de 2018, ce parti entend briguer le fauteuil présidentiel. Comme annoncé il y a quelques mois, la conférence des donateurs pour la situation humanitaire en République démocratique du Congo s'est tenue à Genève ce 13 avril. Et comme promis, le gouvernement de Kinshasa a boycotté cette conférence, arguant que cet événement constitue une atteinte à sa souveraineté. Mais ce boycott pourrait engendrer de nombreuses conséquences sur l'échiquier diplomatique. On fait le point avec Corinne Kamsefehem. La conférence des donateurs, coprésidée par les Nations Unies, l'Union européenne et les Pays-Bas, s'est tenue ce 13 avril à Genève. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'a boycotté. Une nouvelle tension qui soulève des interrogations, notamment sur la finalité des fonds collectés, soit 528 millions de dollars, près du tiers de la somme attendue. Dans une politique de main tendue, les participants à cette conférence estiment que même si les fonds sont destinés aux populations congolaises, le gouvernement reste chef de file de la réponse aux crises. Une posture continuellement revendiquée par Kinshasa. On ne peut pas assister quelqu'un contre son gré. Le gouvernement de la République démocratique du Congo voudrait rappeler qu'il est le seul représentant légal et légitime des populations congolaises. Après le refus du gouvernement de Kinshasa d'aller à la conférence des donateurs, les Nations Unies avaient alors décidé de désactiver le statut L3 qui correspond au niveau de détresse humanitaire le plus élevé. Une manœuvre de décrispation qui n'a pas influencé la position de Kinshasa. Le gouvernement dénonce une manipulation des chiffres qui ne correspond pas à la réalité humanitaire du pays. On ne comprend pas très bien pourquoi un État adopte cette posture. Parce qu'il faudra une résolution sur un corridor de passage. Comme on avait vu, c'était le cas en Irak une fois. Il faut pour cela que le Conseil de sécurité se soit réuni
et impose une résolution contraignante qui impose cela au gouvernement de la RDC. Brandissant sa pleine souveraineté, le gouvernement de Kinshasa a annoncé il y a quelques jours qu'il mobilise 100 millions de dollars pour pallier à la crise humanitaire du pays. Le 12 avril, la Grande-Bretagne annonçait qu'elle renforçait son appui avec 31 millions de dollars supplémentaires. Une mobilisation tous azimuts qui, au final, doit pouvoir profiter aux populations en détresse dans les camps des déplacés et des réfugiés. La lutte contre le cancer a franchi une nouvelle étape en Afrique du Sud. Une équipe de chercheurs de l'université de Johannesburg a mis au point un nouveau traitement révolutionnaire en termes de chimiothérapie. Nommé UJ3, ce médicament pourrait s'avérer être bien moins contraignant pour les patients. Vina Nodin. En Afrique du Sud, des chercheurs de l'université de Johannesburg testent un nouveau médicament anti-cancer. Les résultats prometteurs signifient qu'il pourrait être efficace contre le cancer tout en ayant une toxicité significativement plus faible que les médicaments de chimiothérapie. Le médicament a déjà été testé avec succès sur des rats et des cellules cancéreuses humaines en laboratoire. Nous avons observé en laboratoire que ces composés n'affectent pas les cellules non malignes. Ces composés influencent réellement les mitochondries de la cellule, ce qui est particulièrement important pour nous. Le composé est appelé UJ3. Les chercheurs y voient une réelle avancée. Le médicament clinique développé à partir de ce composé serait plus efficace et moins cher si les essais donnent les résultats attendus par les chercheurs. C'est vraiment très excitant. Nous devrons encore leur accorder quelques années. Tout dépendra également du financement. Le développement des médicaments cliniques est très cher et c'est la raison pour laquelle les nouveaux médicaments proviennent généralement de l'Occident. Produire un tel médicament serait une véritable avancée pour l'Afrique du Sud. Si UJ3 devient un médicament de chimiothérapie dans le futur, la dose plus faible requise, une toxicité moindre et une plus grande concentration sur les cellules cancéreuses signifiera moins d'effets secondaires pour les patients cancéreux et une percée médicale pour l'Afrique du Sud. Partons au Sénégal où le potentiel pétrolier et gazier du pays est à l'honneur dans le nouvel essai de l'ingénieur géologue Farine Dao, dénommé l'or noir du Sénégal. À travers ces 259 pages, l'auteur espère pouvoir apporter au grand public les clés pour comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Découverte avec El Hadji Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Ce livre de 259 pages intitulé L'or noir du Sénégal a pour objectif, selon son auteur Farine Dao, de donner au grand public les clés pour comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Les découvertes au large de Sangomar, Kayar et Saint-Louis y sont présentées en détail et mises en perspective avec les multiples défis que le Sénégal devra relever lorsque débutera la production de ses ressources géologiques d'exception. Si nous prenons les bonnes décisions, si nous sommes altruistes, rationnels, transparents et qu'on prend les bonnes décisions en termes de législation, en termes de contrôle technique, financier et comptable, je pense que ça peut être une bonne chose pour le Sénégal. De manière générale, les pays africains riches en hydrocarbures n'ont pas su profiter de leurs ressources pour en faire un atout pour le développement à cause notamment d'un mauvais départ. Selon Farine Dao, le Sénégal va dans le bon sens dans son approche actuelle pour la gestion du pétrole et du gaz. Je pense que les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres représentants de l'humanité. Je pense que le Sénégal, comme d'autres pays africains, peuvent très bien gérer ses ressources naturelles. On a un exemple de bonne gestion de ressources naturelles sur le continent, le Botswana, avec ses mines, les diamants notamment. Je pense que le Sénégal, en prenant des garanties de transparence, peut effectivement ressortir comme une petite exception, comme il l'a été à un moment donné dans l'alternance démocratique. Cet ouvrage contribue ainsi à enrichir le débat sur la politique pétrolière et énergétique du Sénégal. Farine Dao est un jeune ingénieur géologue âgé de 30 ans, diplômé de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'auteur en est à son deuxième ouvrage. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.